Alors, bienvenue à cette dernière partie de JDR-ID qui va prendre la forme d'une conférence. Les trois invités qu'on a réunis ce soir, table ronde, pas conférence. Les trois invités qu'on a réunis ce soir, ils sont un peu liés par ce livre, Mener des parties de jeux de rôle. Ceux qui ont passé dans les stands ont certainement déjà repéré la couverture. Il y a eu un Kickstarter, on va en parler. C'est un livre qui fait un peu ce qu'il dit, Mener des parties de jeux de rôle. C'est un recueil d'articles, de conseils pour le meneur principalement. Et puis on va en parler, dans une première partie on va parler du contenu, on parlera un peu du Kickstarter, et puis ensuite on parlera de choses un petit peu plus diverses. À la fin, un bon espace pour les questions, pour que vous puissiez contribuer. Voilà, un bon programme. Pour commencer, donc on a déjà eu l'occasion de vous voir à travers les conférences. Est-ce que vous pourriez peut-être présenter un peu votre rôle dans la conception du livre, quelle était votre casquette pour créer ce produit? En fait, ce qu'on voulait faire, ce qu'on a voulu faire, c'était une collection de théories sur les jeux de rôle. En fait, c'est une réflexion qui avait déjà commencé avec Jouer avec l'histoire, sur lesquelles travaillait, alors pas moi pour le coup, mais Jérôme Olivier, je pense qu'ils vous en reparleront. Et on a voulu prolonger ça, et on s'est dit c'est une collection théorique qu'on veut accueillante pour toutes sortes d'ouvrages. Donc c'est vrai que dans le cas de Jouer avec l'histoire, c'est plus le thème historique, comment on s'en sert dans les parties, etc. Et là, ça prend la forme effectivement de conseils de maîtrise de jeu. Mais voilà, on ne veut rien s'interdire là-dessus. Celui-là, par exemple, il a une application très très pratique, mais dans l'avenir, il y aura peut-être des choses plus théoriques, des choses qui vont peut-être être plus tournées vers le game design, notamment avec l'intervention d'auteurs de jeux qui viendront expliquer comment ils créent, comment ils font des jeux tout bêtement. Ok. Et donc, Jérôme, Corlier et toi, vous êtes les éditeurs du livre. C'est exactement. Donc, votre rôle dans la conception, ça a été quoi finalement? Alors, au départ, en fait, il y avait cette volonté de créer une collection, donc là, on était tous les trois impliqués. Après, le jeu a été, le livre, a été édité par Lapin Marteau, qui est une structure que nous congérons avec Coralie. Et là-dessus, on s'est occupé de tout l'aspect. En gros, on a décidé d'une éditoriale, d'une approche, donc qui était une approche de dire on ne va pas vous imposer, on ne va pas essayer de prétendre connaître une façon presque tayloriste la bonne façon de mener des parties de jeux de rôle. On ne va pas prétendre que c'est tout le temps la même chose, on ne va pas prétendre qu'on a une baguette magique. Par contre, on va essayer de voir quelles sont les compétences qui font le métier entre guillemets de meneur de jeu et de présenter aux lecteurs, en fait, donc on a identifié entre 20 et 25, et de présenter aux lecteurs des articles écrits par des gens dont on considère le travail tout particulièrement et qu'on pensait particulièrement compétents sur chaque sujet, pour qu'ils expliquent comment eux voient la chose, qu'ils donnent leurs méthodes, leurs astuces, et afin que chaque lecteur puisse aller vers ce qui lui semble intéressant, vers le style de jeu qui l'intéresse, vers peut-être les reproches que lui font ses joueurs, etc. Et donc on s'assurait de définir ça, et puis après d'harmoniser les textes, de faire que l'ensemble soit cohérent. Et faire le bouquin plus loin. Ok, et donc ils destinent à qui finalement ce livre? Tous ceux qui ont 35 ans. Il se destine, on a essayé de le faire le plus universel possible, quand même en prenant une position là-dessus. C'est qu'on a déjà des choses qui existent en termes de conseils de maîtrise, on a Dirty MJ, on a la Bible du meneur de jeu. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait, comme l'expliquait Jérôme, regrouper un maximum de compétences qu'on utilise tous déjà plus ou moins en fait. Donc on voulait que le livre soit accessible à des débutants, et c'est pour ça que le premier article est vraiment fait pour ça, parce qu'on a quand même des gens qui viennent en disant moi j'aimerais essayer le jeu de rôle, mais j'ai pas de jeu autour de moi, donc moi j'aimerais devenir le jeu, mais je sais pas trop comment, etc. Mais après, plus on avance dans le livre, et plus on va vers les techniques avancées, et le but c'est vraiment que les meneurs de jeu qui ont déjà pas mal d'expérience puissent trouver des inspirations. Il y aura effectivement des domaines qui maîtriseront plus et ils diront ok, cet article
pour moi, je maîtrise déjà assez, mais il y en aura d'autres probablement où ils auront l'habitude, ils auront pratiqué, et puis peut-être qu'ils se diront, ah tiens, pourquoi pas essayer ça. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'un de vos buts, c'était qu'un novice puisse prendre le livre et puis commencer à maîtriser mieux qu'il n'aurait fait s'il ne l'avait pas eu? Est-ce qu'on peut prendre votre livre et commencer à jouer? Est-ce qu'il faudrait plus? Plutôt fait pour des personnes qui ont déjà été MJ, j'allais dire au moins quelques fois, hein, c'est évident. Mais après, il est fait pour qu'ils comprennent aussi. L'idée, c'était que ce soit un livre qui puisse rester, en fait, qu'on puisse relire à certains moments. Globalement, pour rien trouver d'intéressant dans le bouquin, il faut quand même se dire, ok, aujourd'hui, la création de scénario, je fais mieux que Tristan Lab. La gestion des personnages, je fais mieux que Jaworski. La description, je fais mieux que Delphine. Au bout d'un moment, c'est plus très crédible, quoi. Et du coup, l'idée, c'est que y a des choses qu'on va retrouver qu'on sait déjà faire, il y a des choses qu'on ne sait pas encore faire, et puis il y en a où c'est pas juste linéaire, en fait. Il y en a où on va vouloir les essayer, ça va nous inspirer, on va avoir d'autres idées. Tel article, dire c'est une méthode de jeu, je sais pas, je pense à des choses comme le fait de jouer old school, par exemple. Même si on a découvert le jeu il n'y a pas longtemps et qu'on jure que par les jeux forgés ou post-forgés, on peut se dire j'ai envie d'essayer, c'est une autre façon de jouer et testons. Et il n'y a vraiment pas de côté. On ne gagne pas des points de compétence de maîtriser en fait. On gagne des outils, on voit d'autres façons de faire et on va s'améliorer, mais on va s'améliorer comme on veut en fait. Et on va. L'idée c'est vraiment de trouver des idées, des trucs à essayer. Donc, ensuite, comme une boîte à outils, vous définirez comment ce livre? Ouais, effectivement, c'est pas mal de le présenter comme ça. C'est une boîte à outils. On va avoir un des ouvrages qui va suivre, qui va vraiment peut-être plus correspondre à cette définition de boîte à outils, où genre il y aura une technique de maîtrise par page. Et en fait, le but là, c'est que ce soir, je sais pas quoi faire, ou je sais pas, mes joueurs sont dans une impasse, je prends le livre et puis je coche une technique et tiens, ça va pouvoir peut-être aider à résoudre mon problème et je vais essayer de l'appliquer. Voilà, il y a certains articles qui méritent un peu une réflexion, une assimilation de la part du MJ. Une fois qu'il aura lu, alors il y a des tableaux dans lesquels il peut aller piocher, il y a des tables aléatoires qui peuvent l'aider à générer des choses assez rapidement, assez facilement. Et puis il y en a d'autres où ça va mériter qu'il y réfléchisse un petit peu et puis qu'il intègre lui à sa manière de jouer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la volonté derrière, c'est vraiment l'application pratique. On ne voulait pas faire juste de la théorie de la maîtrise pour de la théorie de la maîtrise. On voulait que directement, je lis un article et j'ai une idée pour la partie de ce soir. Okay. Si on s'intéresse peut-être plus en détail au contenu des articles, Olivier, tu as contribué J'ai contribué, oui. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la structure, ce que tu as essayé de faire passer Alors, le choix qui a été fait, ça a été vraiment d'avoir, auteur par auteur, des demandes assez ciblées, ce qui a été un peu ce qui nous avait été reproché quand on a fait Jouer avec l'Histoire en 2009, où on avait laissé les auteurs partir sur leur sujet en considérant que les auteurs avaient chacun des périmètres quand même assez précis. Et on nous avait dit, oui, il y a des tas de contributions intéressantes, mais il n'y a pas de vision d'ensemble. Et donc on a une juxtaposition de contributions. Tandis que là, ce qu'ont fait Jérôme et Coralie, ça a été beaucoup plus de cibler les attentes papier par papier. Donc celui qui m'a été demandé après discussion, ça a été passer du scénario à la campagne, c'est-à-dire la situation qu'on ne vit pas nécessairement tous les jours, mais qui se produit quand même assez fréquemment dans une carrière de jeu, où on démarre sur un scénario qu'on a plutôt bien ficelé, et à la fin, les joueurs disent « Ah, c'était génial, quand est-ce qu'on fait la suite ?» Et là, on peut soit dire « Est-ce qu'il est monstrueusement décevant ?» Bah non, en fait, c'était un one-shot, j'ai rien prévu. Ou alors on dit bah, « Dans 15 jours, bien entendu. » Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 15 jours? Et notamment, qu'est-ce qu'on fait par rapport au ressenti de la première partie? C'est-à-dire comment, à partir du ressenti qui est donné, on peut tout de suite avoir une méthode. Et ça m'a obligé, par rapport à un ressenti très empirique, à mettre les choses à plat et à me dire, ok, ce que je fais
comme ça de façon un petit peu intuitive, si je devais le transmettre à quelqu'un d'autre, comment m'y prendre. Et par ailleurs, j'ai l'impression de suite de le faire mieux. C'est-à-dire que le fait d'avoir réfléchi, d'avoir écrit sur le sujet et d'avoir établi un peu point par point, parce qu'il y a cette demande effectivement d'une écriture, pas nécessairement boîte à outils au sens strict, on n'écrit pas non plus des recettes de cuisine, mais en tout cas d'avoir une écriture suffisamment synthétique pour qu'on puisse se promener dans l'ouvrage en se disant « Ah ouais, j'avais en mémoire tel point, est-ce que je peux le retrouver de façon précise dans le texte ?» Là, on va pouvoir retrouver des éléments de méthode avec systématiquement des éléments de synthèse à la fin de chaque contribution pour se dire si je me retrouve dans cette situation, je peux, en laissant mes joueurs 5 minutes, avoir tout de suite quelques réponses et puis dans les 15 jours que je me suis donné, être capable de broder assez facilement sur ce qui a été laissé en suspens. Notamment, on a aussi travaillé sur des encadrés qui permettent de zoomer sur tel ou tel aspect. J'ai contribué par exemple sur la notion de demi-piste, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces pistes qui ne sont pas encore tout à fait approfondies et qui vont permettre de éventuellement prolonger un scénario. J'ai plus de facilité à prolonger un scénario si j'ai laissé un listing déchiré sous le lit du suspect au moment où on a fouillé sa chambre et que je n'ai pas expliqué ce que faisait là ce listing, que si j'ai rien laissé. J'ai intérêt à laisser comme ça des tas d'indices qui n'ont pas de fonction, mais qui font que la fois suivante, je pourrais dire « mais au fait, le listing déchiré que vous aviez trouvé au motel, vous avez réfléchi à ce que vous pouvez. » C'est-à-dire que si le scénario n'a pas de lendemain, ce listing sera oublié. Si ce scénario se poursuit vers une campagne, je peux faire à peu près n'importe quoi de ce listing parce que c'est une demi-piste. J'ai simplement dit vous retrouvez une série de noms propres qui vous disent rien, et avec une série de noms propres qui disent rien, je peux broder à peu près sur n'importe quoi. C'est d'autant plus raccord que je l'ai placé dans mon premier scénario sans même savoir s'il aurait ou non une suite. Ok, donc on retrouve un peu l'idée de ta présentation avec pas mal de techniques concrètes, d'applications directes, etc. Oui, alors moi c'est un peu un changement de casquette brutal, puisque au départ je suis sociologue, et quand j'avais lancé l'idée de jouer avec l'histoire et qu'on avait mené le projet avec Jérôme, c'était de marier deux approches. D'un côté, l'approche des universitaires, et puis de l'autre côté, une approche plus de praticiens. En disant, on a des choses à se dire, même si après, quand on lit jouer avec l'histoire, on entend vraiment les deux sons de cloche de manière très, très tranchée. On suit la patte d'écriture des universitaires et on met ça en... Alors pour certains, beaucoup d'ailleurs sont biclassés. Beaucoup ont un bagage universitaire assez conséquent et par ailleurs sont des praticiens du jeu de rôle. Mais là, j'aurais la commande du côté de Lapin Marteau, c'est de dire ok, si vous avez du bagage universitaire, éventuellement placez-le dans les notes de bas de page en disant il peut y avoir tel ou tel approfondissement. Tout à l'heure j'ai cité Paul Grice par exemple, qui est une référence universitaire, mais c'est pour dire voilà, les maximes conversationnelles, on peut les enfreindre de telle manière, et ça en termes de roleplay, vous le comprenez tout de suite. Donc c'est, on va inverser l'ordre des priorités, je pense, pour dire c'est avant tout destiné aux joueurs, et malgré tout les universitaires vont y trouver du grain. Donc moi je suis toujours très heureusement surpris de voir jouer avec l'histoire cité dans les articles universitaires à côté de références dans la presse universitaire de ceci, cela. C'est bizarre. Moi, je disais juste que effectivement ça fait bizarre. Ok, je crois que ça donne un assez bon aperçu de ce qu'on peut trouver dans un article. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu quel thème on peut s'attendre à retrouver, quelle grande partie, quelle grande compétence du MJ vous avez choisi et comment elles sont structurées à l'intérieur du livre? Effectivement, il y a une logique de compétences, donc il y a 4 grandes parties. Il y a des articles qui ont un peu un côté logistique. Par exemple, l'article d'introduction de Fabien Deneville, comment mettre en place une partie qui s'adresse notamment aux débutants. On a Eric Ledan qui nous explique comment maîtriser la distance, notamment avec tous les outils internet. Donc là, on est plus sur autour du jeu. Et puis, on a des articles qui sont vraiment sur comment on va maîtriser certaines scènes qu'on retrouve tous dans nos parties, mais qui peuvent poser problème. Donc par exemple, il y a Romain Dussier qui nous fait un article sur comment maîtriser les combats. Voilà, on peut être confrontés tous dans notre carrière de jeu à
j'adore ce jeu, mais avec ce système de combat, j'arrive pas à avoir des combats qui sont intéressants. Du coup, c'est une purge et j'aimerais bien trouver une solution à ça. Dans le même ordre d'idée, on a un article sur les scènes spéciales qui est assez important. En gros, toutes ces scènes qu'on a parfois tendance à traiter par des ellipses, comme les scènes de voyage, ce genre de choses, comment on peut les rendre intéressantes et comment les réflexes qu'on a de les dégager, on peut prendre un autre chemin et choisir de les traiter soit d'une façon inhabituelle, soit d'une façon à laquelle on n'avait pas pensé, mais qui rend vraiment le reste de la partie intéressante, qui ne soit pas juste un passage obligé, on va du point A au point B. Ok. Je pense qu'il y a probablement de quoi discuter encore des heures sur le contenu. Je propose qu'on s'arrête là pour l'instant, on y reviendra certainement dans les questions, et qu'on s'intéresse un petit peu peut-être à la manière dont le livre a été réalisé. Vous êtes passé par un Kickstarter, alors je ne sais pas si les auditeurs ont suivi le Kickstarter, ça a été un succès intéressant. Vous attendiez quoi avant de lancer le Kickstarter? C'était quoi vos attentes? Pas grand-chose. Pas grand-chose. En fait, pour être tout à fait honnête, on a parlé avec d'autres professionnels du jeu de rôle, et un peu tout le monde nous a dit ça va pas marcher, vous allez perdre votre boîte. Très décourageant. Et comme on n'est pas des têtes de mule, mais on est des fois déterminés, on s'est dit ok, allons-y, on parlera juste de l'argent. Et donc on a essayé de faire ça. C'est un projet en fait dont on a parlé, mais il était déjà presque fini au moment où on en a parlé. La volonté par contre qu'on avait, c'était de se dire ok, puisqu'on fait un projet, puisqu'on va potentiellement y perdre de l'argent, on veut qu'il soit nickel. Donc on va l'éditer à deux. Quand je dis l'éditer, c'est-à-dire on va embêter les auteurs jusqu'à ce qu'on ait un truc parfait à deux. Ce qui d'habitude se fait à 1 ou des fois à 0, quelque chose. Et on va faire ça, et puis, comme je vous disais tout à l'heure, quitte à ce qu'il nous reste sur les bras, et quitte à ce que quelque part on se paye des conseils pour les lire nous, autant prendre des gens dont on est persuadé qu'on ne regrettera pas notre argent, quoi. Donc on allait voir des gens dont on avait vraiment envie d'avoir des conseils. Et puis après, on a réfléchi, on s'est dit, ok, peut-être que finalement on va le faire en financement participatif, peut-être qu'il y a moyen. On avait des bonnes réponses en fait, des joueurs, enfin, des lecteurs potentiels, des gens qu'on rencontrait alors soit en conf, soit par internet. Et puis on s'est dit, ok, lançons le truc. Et puis après, ce qui s'est passé, je ne me souviens pas très bien, mais c'était super. Effectivement, j'ai les chiffres, mais on va pas s'attarder dessus, mais quand même quasiment 1000%, je pense, c'est assez éloquent de votre financement. Enfin, plus de 1000%. Est-ce que vous avez une explication de pourquoi ça a aussi bien marché? Ce qui a permis ce succès? Déjà, il y a les auteurs. On a quand même des auteurs qui ont déjà une notoriété. Peut-être juste en citer quelques-uns, je crois qu'on a pas fait le tour. Voilà, Sébastien Delfino, Fabien Deneville, Nicolas Dessau, Romain Bussier, Jean-Philippe Jaworski, Alexandre Jeannette, Alexis Lamiable, Tristan Lhomme, Thomas Munier, Éric Ledan, Isabelle Perrier, Grégory Pogorzelski, Thomas Robert, Pierre Rosenthal et Stéphane Frey. Donc voilà, parmi ces gens, il y a des auteurs qui sont plutôt connus, donc je pense que déjà les joueurs qui aiment leur travail, ça les a forcément intrigués. Et puis pour nous, c'était une bonne façon de prendre la température, parce que pour le coup, c'était impossible de savoir qui s'est vraiment intéressé. C'est vrai aussi un crowdfunding, ça permet aussi de voir qui s'intéresse vraiment, quoi. Dans la pratique, est-ce que vous êtes prêt à mettre de l'argent là-dedans, quoi? Est-ce que ça vous intéresse? Et pour le coup, c'est vrai que c'est un peu déplacé les espérances qu'on pouvait avoir au départ, mais c'est vrai que moi l'explication c'est vraiment le côté, je pense que les auteurs sont connus et que les gens ont envie de découvrir ce qu'ils ont à dire sur le sujet, parce que même si ils écrivent des jeux et tout ça, c'est pas forcément des choses qu'ils ont l'habitude de pouvoir dire sur une façon un peu étendue. Je trouve des articles qui sont quand même assez longs. Donc voilà, je pense que ça c'était vraiment une des raisons qui a fait que ça motivait les gens. Ouais. D'autres aspects peut-être qui ont pu jouer Alors moi, ayant été sympathisant actif de ce financement, mais n'étant pas partie prenante de Lapin Marteau,
je pense qu'ils ont fait un financement participatif entre guillemets propre, c'est-à-dire avec le souci sur la définition du contrat entre guillemets, des différents paliers du rapport aux boutiques, hein, la possibilité d'avoir une commande boutique, c'est-à-dire de dire on fait un financement participatif, mais c'est pas du tout pour zapper la distribution physique. Je crois qu'ils ont eu le souci d'être corrects vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des auteurs, vis-à-vis de leur public, vis-à-vis des intermédiaires. Et c'est au-delà de la qualité finale du bouquin, je pense que ça a été aussi quelque chose de relativement apprécié. Après, on peut toujours avoir quelques grognons sur le principe même de demander de l'argent pour avoir un livre. Oui, effectivement, un financement, c'est un financement. Si on demande de l'argent, vraisemblablement pour qu'il y ait des acteurs du milieu qui puissent un petit peu à un moment rémunérer le travail intellectuel. Ça ne me révolte pas particulièrement. Et par ailleurs, il y avait une demande qu'on avait faiblement satisfaite avec ce qui avait été produit avant, que ce soit par nous, par des proches, etc. C'est quand même le seul domaine dans les activités culturelles où on n'a quasiment pas de littérature sûre, enfin de littérature, si tu veux, qui va permettre de dépasser la pratique. On a des collections cinéma, des collections théâtre, des collections littérature, etc. Et dans le domaine du jeu de rôle, alors les MOOC font très bien une partie de ce travail-là. Tu as dit le Casus Belli, Dissident, enfin, il y a une partie de ce travail-là, et c'est pas un hasard d'ailleurs si Coralie et Jérôme collaborent aussi avec des articles qui sont assez proches dans leur ambition à ce type de support, mais on n'avait pas dans la bibliothèque du rôliste ce type de référence-là sous la forme collection. Il y avait effectivement ce que tu as cité, TMG, la bibliothèque. Là, il y a aussi l'idée de lancer un processus dans lequel, tôt ou tard, chacun va avoir sa préoccupation principale. Et il y a des sujets qui sont en discussion sur la suite à donner à la collection. Voilà, il y a aussi cette idée de lancer un processus. C'est vrai qu'on a été très surpris, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà rencontré un petit peu avant via d'autres projets, travaux en vie. C'est que dans le jeu de rôle sur table, il y a il y a presque un tabou en fait sur la théorie. En fait. On a plein d'auteurs. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais il y a des auteurs qu'on a quasiment forcés en fait pour qu'ils acceptent quoi. Forcés, on leur a juste demandé plein de fois, mais il y a toute une série d'auteurs qui nous disent, mais des gens, moi je serais prêt à faire des kilomètres pour les écouter parce que je sais ce qu'ils font, je connais la façon dont ils jouent. Et ils le font putain de mieux que moi quoi. Et j'ai envie de faire ça, et j'ai envie de voir comment ils font, et j'ai envie d'apprendre des trucs avec eux. Et ces gens-là en fait ont juste peur d'être perçus comme... juste peur, c'est très réducteur de dire ça, mais on a l'impression qu'ils ont peur d'être perçus comme des gens qui se la pètent en fait. Et c'est dommage parce qu'on a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Et en fait, ce qu'on veut nous à cette collection, c'est juste laisser la possibilité d'avoir de tels ouvrages. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas là pour forcer une façon de jouer, on n'est pas là pour forcer une façon de maîtriser, on n'est pas là pour forcer une approche de pensée sur le jeu de rôle. On est là pour que ce soit possible en fait. Pour que ce soit possible en tant que collection, parce qu'il y a plein de choses qui existent ailleurs. On n'est surtout pas en train de dire que ça n'existe pas. Mais de dire, ouais, il y a des espaces pour ça, et alors j'ai des auteurs que je ne citerai pas forcément en tête clairement quand je dis ça, mais ouais, poto, j'ai envie de te voir écrire des trucs là-dedans, quoi, et j'ai envie de te lire. Et je pense qu'on est plein à avoir envie de te lire. Et je sais pas, c'est très surprenant au niveau jeu de rôle de voir à quel point ça semble difficile, surtout quand on compare à d'autres. On parlait du GN tout à l'heure, quand on compare même au GN, qui est très proche. Mais il n'y a pas ça donne l'impression qu'il n'y a pas le même bouclage. En fait. Vous avez une idée des raisons qu'on pourrait attribuer ça? Est-ce que ça avait déjà été publié ailleurs? C'était vraiment Là, il y a aussi quelque chose qui me paraît intéressant, c'est de détacher les auteurs de leur œuvre publiée.
C'est-à-dire si tu prends quelqu'un comme Jean-Philippe Jaworski, Mm. c'est quelqu'un qui aujourd'hui est extrêmement reconnu dans la littérature de fantasy, et qui a signé 2 jeux de rôle, une Tiervage qui est en PDF, hein, qui est un PDF gratuit puisque ça s'inspire de Tolkien, il ne peut le faire que sous ce format-là, et Tédéum pour un massacre, qui est un jeu historique sur la période des guerres de religion, donc qui a priori est un jeu de niche. C'est un excellent jeu, mais c'est pas un jeu qui appelle une diffusion de masse. Et donc les connaisseurs du travail de Jean-Philippe sur le jeu de rôle ne le voient passer que s'ils vont chercher Tiervage ou Tédéum pour un massacre, alors qu'en fait son travail plus général sur la constitution des personnages, que ce soit des PJ et des PNJ, est transposable à des tas de situations sur lesquelles il n'a tout simplement pas eu le temps, l'envie, l'occasion de travailler. Donc il y a aussi dans les commandes qui sont passées aux auteurs l'idée de dire, au-delà de ce qui est publié à travers tes jeux et des conseils de maîtrise que tout le monde n'a pas l'occasion de lire, parce que tout le monde ne peut pas lire tous les jeux, là on te demande finalement de faire passer ça dans des contextes plus larges. Et on découvre par ailleurs des sources d'inspiration de Jean-Philippe qui sont assez surprenantes par rapport à ce qu'il a produit, aussi bien en jeu qu'en littérature. Donc on a aussi une nouvelle facette du personnage qui ajoute à l'intérêt du texte. Ça a été l'occasion pour vous aussi de connaître plus avant vos collègues avec qui vous avez pu collaborer. Est-ce que la collaboration, ça a été un échange de mails, ou il y a eu vraiment vous avez eu l'occasion de les rencontrer, de discuter avec eux, d'échanger? Ça a été essentiellement par mail parce que bon, en gros le travail édito c'est l'échange de fichiers quoi. On renvoie le texte, voilà, il peut y avoir peut-être une dizaine de versions sur certains textes où en gros on travaille ensemble sur les textes, on fait un retour à l'auteur, on en discute, des fois certains sont plus à l'aise à l'oral donc du coup on fait un Skype, voilà, on discute quoi. En fait c'est vraiment un travail qui est une discussion, un échange permanent et c'est enrichissant, enfin en tout cas pour moi ça a été super enrichissant parce que c'est autant d'angles d'approche et autant de bagages. Il y a des gens qui ont un bagage universitaire et d'autres pas et qui ont d'autres formations et c'est super rafraîchissant et ça ouvre plein de perspectives parce que on n'a pas le même background quoi, et que du coup ça permet d'avoir plein de points de vue sur les mêmes sujets auxquels on n'avait pas forcément pensé et c'est un échange qui est vraiment, vraiment enrichissant. Okay. Quelque chose qui a rendu ça encore plus intéressant pour nous, c'est que souvent sur ce genre d'ouvrage, quand les gens ne sont pas d'accord, on met un peu ça sous le tapis. Tu vois. On évite de mettre des contradictions trop frontales. Et en fait, quand il y en avait, nous on les a plutôt mises en avant, en disant attention, sur tel auteur propose ça, et tel autre on parle aussi avec un angle complètement différent. Je vais prendre l'exemple de ton article où il y a, on parle des intrigues personnalisées sur tel ou tel personnage, et par exemple le premier article on va parler sur l'organisation. Alors, a priori, moi j'aurais tendance à dire oui, les intrigues personnalisées c'est génial, faisons-le, partons à fond et faisons-nous plaisir. Et quand j'avais l'organisation, c'est super sympa, sauf que si le joueur n'est pas là, la partie elle peut être repoussée 3 mois. Quoi. Enfin, ça a l'air aberrant dit comme ça, mais c'est juste un exemple de même, justement puisqu'on parlait de compétences différentes, de même problématiques, plutôt de même sujet qui sont abordés par plusieurs problématiques différentes, en disant voilà, il y a cet aspect-là, il y a cet aspect-là, et chacun parle du point de vue de son domaine, de sa compétence. Et encore une fois, faites vos choix. On n'est pas là pour filer du poisson, on est là pour que vous sachiez pêcher. Quoi. Et du coup, c'était d'autant plus intéressant parce qu'à chaque fois qu'on avait ça, c'était un approfondissement en fait. Et c'était un enrichissement. Ok, donc l'avantage aussi d'avoir vraiment beaucoup d'auteurs qui collaborent sur un même livre plutôt qu'une ou deux personnes qui écrivent leur vision des choses. Olivier, tu as mentionné plutôt les conseils OMJ qui sont donnés souvent dans les livres de jeux de rôle. C'est quoi la différence entre ce livre et les conseils qu'on peut trouver à droite à gauche dans quasiment tous les jeux de rôle sur les monnaies? Est-ce qu'on peut généraliser les conseils
à tous les jeux de rôle? Est-ce qu'il faudrait au contraire les spécialiser? Est-ce qu'on peut imaginer que ces conseils sont des conseils génériques? Il y a la même tension qu'entre les règles génériques et les règles dédiées. C'est-à-dire que lire, mener des parties de jeux de rôle, c'est surtout pas s'autoriser à zapper les conseils dédiés qu'on va avoir dans tel ou tel jeu, parce que justement l'auteur fait passer l'essentiel de ce qui doit se débrouiller sans lui autour des tables à travers les conseils de maîtrise. Et par exemple, il y a des thèmes qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder parce qu'ils sont archi spécifiques à tel ou tel sujet. Dans le choix des exemples, je crois que chaque lecteur va être capable de faire son propre tri. C'est-à-dire qu'on est majoritairement sur des exemples qui sont compréhensibles, qui ne vont pas chercher le jeu archi confidentiel, indisponible depuis 15 ans, etc. Je pense qu'on a tous eu ce réflexe d'aller chercher des exemples compréhensibles par n'importe quel rôliste qui a une petite demi-douzaine de parties dans l'expérience. Et derrière ça, on a eu systématiquement la volonté de moduler, en disant attention, ça c'est pas applicable de façon universelle. Donc il y a plutôt l'idée de conseils transposables mais non universels. Jérôme, dans ta conférence, tu mentionnais le système qui va au-delà des règles qui sont écrites. On a des systèmes de règles écrits qui sont à vocation générique. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est en quelque sorte l'équivalent générique pour les règles non écrites qui vont autour? Alors, non, je n'irai pas jusque-là parce que, encore une fois, on a cette volonté en fait, pour nous, ce qui fait la différence entre un meneur aguerri et un meneur novice sur le jeu de rôle, c'est son autonomie, c'est-à-dire sa capacité à moduler la façon dont il va jouer. L'exemple que je prends souvent pour expliquer ça, c'est la voiture. Si vous avez le permis, vous conduisez, vous ne posez pas la question de savoir si vous allez arriver à la destination, vous allez y arriver. Par contre, vous avez peut-être envie de conduire vite, de conduire lentement, d'économiser votre pétrole, de ne pas réveiller la personne qui est à côté de vous, de ne pas semer la personne qui vous fuit, peu importe. Vous allez adapter votre conduite à vos envies, vous allez vous fixer des objectifs quelque part et vous donner des moyens. Et en fait, on pense que sur la maîtrise, c'est exactement la même chose. En fait. Et donc, je reviens sur cette histoire de compétences, parce que c'est vraiment le fondement de toute la logique en fait, du bouquin, de dire, de la même façon, on pense que vous êtes capable de vous moduler, et y compris selon les jeux. Donc, effectivement, c'est pas applicable, enfin, tout n'est pas applicable partout. Par contre, vous avez les billes pour choisir ce que vous appliquez ou pas. Et quelquefois, ça va être ces règles écrites que vous allez rajouter parce que ça vous paraît important. Et puis quelquefois, ça va être juste une façon supplémentaire de faire quelque chose qui est déjà prévu. Mais on a des compétences donc plus ou moins générales, c'est ce qu'évoquait Coralie. Les compétences principales et vraiment de base, par exemple la description, les PNJ, l'organisation de partie, ça va être commun dans tous les jeux. Et on ira y chercher plus ou moins de choses. Il y a d'autres choses, je pense au school, la narration partagée, au jeu à distance, où là c'est vraiment beaucoup plus spécifique. On peut aller prendre des outils là-dedans. C'est fait pour pouvoir se servir, par exemple, je reprends l'exemple du school, pour pouvoir jouer à un jeu qui n'est pas forcément prévu pour. De la même façon, la narration partagée, pour pouvoir s'en servir dans un jeu qui n'est pas forcément prévu pour, on prend ce qu'on veut dedans et on rajoute. Donc il y a effectivement un côté générique, mais il ne faut pas chercher à tout appliquer partout, ça ne marchera pas. C'est vraiment à adapter selon les jeux, les envies, selon le style qu'on recherche. Ok, merci. Votre livre, c'est Mener des parties de jeux de rôle. Vous placez quel pourcentage de la réussite d'une partie sur les épaules du MJ avec ça? Mais t'as des pourcentages là. Est-ce que le MJ a un rôle plus important que les autres Moi je pense pas parce que c'est personnel. Hein. Et vu que c'est vraiment un échange permanent et que en gros on va dire les apports créatifs des joueurs qui
sont pas MJ sont autant importants que ceux du MJ, quoi. Donc pour moi, je pense pas ça puisse prévaloir vraiment. D'ailleurs, c'est dans cette logique que jouer des parties de jeux de rôle va sortir après, parce que Je peux peut-être en parler rapidement. oui, du coup ça va être l'équivalent de celui-ci, mais côté joueur, avec des conseils pour les joueurs, dont Olivier a donné un aperçu tout à l'heure avec sa présentation sur le fait d'incarner des génies. Et effectivement, je trouve que l'un n'est pas moins important que l'autre. Alors après, dans la culture rôliste, c'est vrai que ce genre de choses, on le destine au meneur tout simplement parce qu'on a l'idée que le meneur, c'est lui qui va aller lire des trucs dessus, c'est lui qui va se taper le boulot, quoi. Alors dans la pratique, c'est très différent selon les tables, mais on entend très souvent les joueurs, ils arrivent, ils se mettent les pieds sous la table et compagnie. On a cette idée-là qui revient en permanence, qui est une espèce de prophétie autoréalisatrice, comme on dit, quoi. Et l'idée aussi, c'est un peu de bousculer tout ça et de dire la réussite d'une partie, elle dépend de tout le monde, quoi. Il n'y en a pas qui jouent plus que d'autres, quoi. Donc pour vous, cet ouvrage ne peut pas être dissocié du reste de la collection avec justement l'aspect joueur. Effectivement, c'est un tout, quoi. C'est un tout et il peut être, bien sûr qu'il peut être vu à part, il n'y a pas de souci, il peut être dissocié, mais on a quand même un effet de réponse dont il serait un peu dommage de se passer, même si les bouquins se tiennent tout seuls. Ça fait aussi écho à des convictions théoriques qu'on a développées chacun de notre côté sur ce que Coralie notamment appelle l'intercréativité, qui est qu'il y a un partage, une division du travail créatif, et que le meneur de jeu effectivement a une position de pivot. Un meneur de jeu peut envoyer sa partie par le fond plus facilement, je dirais, qu'un joueur isolé. Et par ailleurs, c'est une espèce d'homme orchestre, le meneur de jeu. Il a un nombre de casquettes proprement incroyable. Je pense qu'il n'y a aucune autre pratique de fiction dans laquelle on demande autant de choses à une même personne. Et en même temps, c'est quelqu'un qui s'amuse. C'est-à-dire qu'il y a une partie plaisir qui, je pense, irrigue quasiment tous les articles. Il y a souvent l'idée que vous allez mener, donc vous allez vous éclater. Mais l'idée, effectivement, que les joueurs se mettent les pieds sous la table est quelque chose qui est faux d'un point de vue concret. Quand on observe des parties, les joueurs créent en permanence. Les joueurs, effectivement, préparent moins, mais quand ils préparent, ça amène du plus aux parties. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent préparer qui ne soit pas intrusif, qui ne soit pas pénible pour la partie. Et ce qu'on a essayé, alors je n'ai pas eu tous les articles sous les yeux, mais en tout cas, une idée qu'on défend, c'est que faire du roleplay, c'est pas nécessairement faire de l'histrionisme, c'est pas la ramener tout le temps à toutes les deux phrases, parce qu'on a tous subi effectivement ces prétendus roleplay où on a quelqu'un qui tire sans arrêt la couverture à lui autour de la table. Donc c'est pas du tout, tu t'es acheté jouer des parties de jeux de rôle, donc on va écouter que toi pendant la partie. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quand je disais, en fait, quand tu jettes les dés sur un jet d'intelligence, un jet de science, etc., c'est le moment où on t'écoute, donc c'est le moment de placer une réplique. Si tu places sans arrêt les répliques de ton génie, tu deviens pénible sur l'entente de ta table. On a fait notamment un encadré sur les personnages hypercrites, qui sont donc les personnages qui cherchent tout le temps la bagarre, etc. Et je pense, tous été amenés à gérer ce genre de personnages qui sont explosifs, etc. Quand on a un Joe Dalton autour de la table, c'est extrêmement pénible. Donc comment on peut jouer cette facette-là d'un personnage, parce que ce sont des personnages rigolos, qui ont des aspects ludiques, etc., sans être hyper pénible. Donc il y a plusieurs manières de le faire, je ne vais pas détailler, mais de façon très pratique, si on veut jouer ça, on peut dire, meneur, ne t'inquiète pas, j'amène un personnage qui va être porteur de problèmes, mais à telle et telle condition. Par exemple, il a un déclencheur. Et donc tant qu'on ne le déclenche pas, il va se transformer. C'est Obélix, tant qu'on ne lui dit pas qui est gros, il est relativement civilisé. Mais si on cherche Obélix sur ce point-là, on sait qu'on déclenche quelque chose de façon immédiate. Donc à chaque fois, on essaye d'aller chercher aussi dans un patrimoine de fiction classique
pour que ce soit aussi, pour que les exemples soient compréhensibles, quels que soient les jeux qu'on a pratiqués. Le livre commence en fait par une double citation. Alors, vu l'heure, vous m'excuserez, je ne pourrais pas la faire par cœur, mais notamment de Gygax qui dit que le MJ est quelqu'un qui a plein de pouvoirs, alors je me demande s'il n'est pas tyran, sur ces sujets, et sur une toute petite partie de la vie de ces sujets, et que dans la limite de ce que accepte de lui donner. Et en fait, c'est effectivement, on n'est pas d'accord sur tout, mais sur ça, oui. Ok. Je vais vous poser une dernière question, peut-être pour finir la présentation. Est-ce que vous avez un article coup de cœur qui vous a particulièrement plu Ça fout la merde, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un dé avec un des gens qui est en hauteur? C'est pas là où il faut attendre le prochain, un truc comme ça pour... C'est ça, façon langue de bois. C'est compliqué. Moi, j'aime vraiment bien celui de Jean-Philippe Jaworski pour le coup, celui sur l'interprétation des PNJ, parce que il parle notamment de choses que, typiquement en fait, quand on a des automatismes, et des fois on a des automatismes parce que c'est comme ça qu'on a appris à jouer, parce qu'on avait des jeux qui jouaient comme ça et on s'est calqué sur eux, et voilà. Et notamment sur les noms des persos. C'est un truc auquel je ne fais pas forcément gaffe, on a un listing, on place un nom des persos. Et Jaworski explique qu'en fait on fait passer plein d'infos avec ça pour un peu qu'on se le prépare bien. Et du coup il y a plein de choses comme ça dans son article que je trouve intéressantes. Alors c'est des choses que je gérais déjà avant, mais avec des automatismes à la con auxquels je ne réfléchissais pas en fait. Et en fait je trouve son article il explique plutôt pas trop mal comment rendre ces automatismes moins neutres et plus intéressants pour les joueurs en fait. Alors je vais tricher, il y en a deux. Alors c'est celui de Thomas Robert et celui de Pierre Rosenthal. Alors celui de Thomas Robert parce qu'il parle d'un sujet dont on parle très très peu en fait et qui est pour moi capital, qui est la façon de transmettre rapidement en fait un jeu à des joueurs. C'est-à-dire on commence à jouer un jeu, comment je fais pour que les joueurs comprennent comment on joue et comprennent vite. Alors moi c'est d'autant plus important pour moi que d'habitude je fais des monologues de 12 heures où je commence à raconter tous les dieux de l'univers, tout l'ordre, et c'est pas super sympa pour tout le monde. En général, les joueurs partent en pleurant dès que j'ai le tourné. Mais et je trouve ça super important de savoir comment on fait, comment est-ce qu'on apprend aux gens à jouer à un jeu. Et pas dans le sens formel, dans le sens quels sont les premiers jets que je fais, par exemple, où je fais faire. On parlait de tutoriel tout à l'heure, c'est un peu cette idée-là, quel scénario je fais au départ pour montrer les spécificités d'un jeu. Et je trouve que ce qu'a écrit Thomas est très intéressant sur le sujet et qu'il a vraiment pris le truc à bras le corps et nous a fait un article, donc ça ne veut pas dire truc, un article très... une configuration complexe. Une configuration des plus enthousiasmantes. Et Pierre Rosenthal, en fait, parce qu'on a parlé des autres recueils qui existaient sur le sujet, et il l'a coordonné, alors c'était en 99, un hors-série qui a suivi, qui est maintenant disponible en PDF gratuitement sur le site de la FMJDR, je crois, et qui est pour moi le meilleur ouvrage qui a jamais été écrit sur la façon de jouer au jeu de rôle, en fait, à la fois de mener, à la fois de jouer, alors concrètement, il y a des choix éditoriaux que je ne partage pas, sinon on n'aurait peut-être pas fait ce livre-là, mais qui sont... c'était super inspirant, et c'était vraiment quelque chose qui valait le coup, et ça date d'il y a 16 ans, enfin 17 ans maintenant, avec plein de sujets abordés. Alors effectivement, par bout, j'aurais préféré qu'il soit plus long, ça se répond plus, mais c'était déjà tellement énorme et tellement mieux que ce qui se faisait ailleurs, et souvent y compris même à l'étranger, que c'était important à la fois de... on a vraiment tenu à avoir une interview de Pierre en fait dans ce recueil, à voir ce que lui appelle ces trucs de dinosaures, sa façon de voir, puis elle explique comment il joue avec les joueurs, donc des joueurs qui jouent depuis très longtemps, et c'était vraiment super intéressant pour le coup. Moi je dirais c'est l'article sur les combats, parce que c'est mon cauchemar en tant que moderne. C'est-à-dire que, au-delà de la sympathie pour le traitement, pour la façon dont chacun écrit, etc.,
Si je regarde l'article qui va me servir le plus dans les 10 prochaines années, c'est celui sur la gestion des combats de Romain. Ok, donc à vous trois, vous avez réussi à donner 4 réponses différentes. C'est pense que ça- on a c'est répété pas- d'authentiques faux cul, hein, tu vois. Alors, Dans soit c'est bien répété, vous l'exercice. ne même pas les questions avant, donc vous êtes doués. Soit je pense que ça illustre bien aussi peut-être la réussite de votre livre qui arrive à faire un peu, au moins de donner un beau panorama de la question dans lequel chacun pourra prendre ce qui l'intéresse, ce dont il a besoin et ce qui lui servira le plus. Avant qu'on passe aux questions, est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose par rapport à cet ouvrage? Tout va bien. Dans ce cas, parole au public, Audrey. Je trouve que vous ne donnez pas assez de mérite parce que vous avez parlé du prochain ouvrage qui va être jouer des parties de jeux de rôle. Et vous en parlez comme si ça allait de soi, comme si c'était la suite logique du truc, alors qu'en fait, on vit dans une... Enfin, oui, super. Tout le jeu de rôle, ça tourne un peu du maître de jeu. Enfin, même les MOOC, c'est plutôt des conseils de maître de jeu. Quand on décrit un jeu, on le vend d'abord au maître de jeu. Je connais 0 joueur qui a acheté un livre, s'est approché d'un maître de jeu, puis a dit tiens, je te le prête, et puis dans 2 mois, tu me fais une partie. À chaque fois que je prête des bouquins, c'est à d'autres maîtres de jeu et tout comme ça. Est-ce que c'est possible que du coup, ce soit l'avenir de la théorie du jeu de rôle, plus comment mener les parties, mais comment jouer les parties? J'en sais rien, je sais pas trop. C'est vrai qu'il y a cette culture de pieds sous la table qui est encore vraiment trop prégnante. Moi, je sais que quand je suis PJ sur de la campagne, quand même, j'ai tendance, ça fait rire. Sur de la campagne quand même. Ça fait rire Jérôme, la première fois que je lui ai montré, quand on s'est rencontrés, j'ai des dossiers entiers. Alors quand c'était à COPS, il y a des rapports de mission comme ça. Je m'éclate à faire ça et le MJ est content, ça lui sert et compagnie. Alors c'est qu'une façon de jouer, hein. Je m'amuse aussi quand je le fais pas en one shot et parce que j'étais passionnée de ça, moi j'aimais bien faire ça, ce travail. Pour moi c'était de l'amusement, c'était du boulot aussi. J'ai hélas beaucoup moins le temps de le faire maintenant, mais c'était de l'amusement quoi. Et je pense que échanger avec les joueurs et en fait essayer de rendre mon jeu plus intéressant en tant que joueuse, pas en tant que le jeu, c'est des trucs que j'essayais de faire peut-être inconsciemment, alors souvent peut-être mal ou avec pas de succès, mais en tout cas il y avait cette volonté là. Du coup après si ça va intéresser beaucoup de gens, j'en sais rien quoi. Mais c'est vrai que en tout cas échanger avec les gens sur le sujet, avec d'autres joueurs, moi c'est vraiment un truc qui m'intéressait pas mal. Oui, si je peux juste rebondir sur ce que disait Audrey, c'est aussi un point de vue qui est irrigué par notre rapport aux autres fictions, parce que ce qui rend souvent une œuvre mémorable, ça va être les personnages. On ne va pas faire un test façon Yuri comme tout à l'heure, mais quasiment personne, par exemple, est capable de raconter de A à Z une histoire de Sherlock Holmes. Ce qu'on a retenu, c'est le personnage. Les différents traits du personnage, on est capable d'en citer toute une série de caractéristiques, mais après, raconter une étude en rouge ou raconter Chien des Baskerville, on a un vague souvenir de Lande brumeuse, mais c'est tout. Et ça veut dire que, en fait, ce qui va rester souvent dans la mémoire du groupe, ça va être des actions de personnages. Beaucoup plus que telle ou telle péripétie. Et donc, amener des joueurs à construire différemment leurs personnages, c'est bien entendu jamais vous savez pas jouer, achetez notre livre et puis vous allez réussir. C'est plutôt achetez-le quand même, voilà. Mais dans ce que tu dis, du coup, le joueur devrait être beaucoup plus au centre du jeu de rôle que le maître de jeu, parce que le truc dont se souviennent les joueurs, on connaît tous ce joueur énervant qui vient raconter ses parties, on n'a rien à battre. Mais typiquement, ce joueur énervant, il ne te raconte pas ce qui s'est passé à la partie, il te raconte ce qu'a fait son personnage. Oui. Donc, si vraiment le personnage est au centre de tout, pourquoi est-ce que c'est pas le joueur qui est au centre du jeu de rôle? C'est effectivement une vraie question, parce que on a beaucoup plus de joueurs énervants qui nous racontent ce qu'a fait leur personnage, qui n'est pas forcément passionnant, que de joueurs qui nous racontent ce qu'a fait le personnage de la joueuse ou du joueur en face, et qui était génial au point qu'il a envie d'éclipser le vécu de son personnage à lui, dont on se fout un petit peu. Donc si on peut effectivement inverser cette tendance-là à notre modeste échelle,
en disant, bah voilà, on a eu des gens qui se sont pointés autour de la table et qui ont vraiment compris ce qui se passe autour d'une table de jeu. Alors je ne dis pas qu'ils n'ont pas compris, encore une fois, mais au point d'arriver à créer des moments mémorables, quitte à surprendre. J'ai failli m'en prendre une autre fois autour d'une table de jeu parce que j'ai fait une sortie effectivement qui a surpris, et après, au bout d'un quart d'heure, ils ont fini par dire « Ah ouais, c'était le... ça nous a pris à froid », c'est comme si j'avais balancé un gros seau d'eau froide au groupe de joueurs, et en même temps, ils m'en ont reparlé sur la moitié de la nuit. Donc on peut créer ça, on sait tous le faire plus ou moins. L'avantage des outils, entre guillemets, de méthode, c'est d'arriver à le faire plus souvent, et même quand on est fatigué. Le lot commun de la plupart des rôlistes. Donc c'est trouver d'autres facettes de la manière de jouer son personnage. Et je suis complètement d'accord avec ton diagnostic sur un rôle effectivement central. C'est une évolution qu'on voit aussi en termes de game design, où c'est effectivement, on en parlait tout à l'heure sur les XP pour le roleplay, où c'est un peu aberrant en fait. C'est une façon très managériale des années 30 de le faire, quoi, hein. Et les années 2010 aussi. Je les ai pas eus en cours d'histoire, ça. Et en fait, on a des mécaniques qui se développent, des choses pour justement faire non pas que le perso, enfin l'enjeu, je ne vais pas revenir sur le bout de gameplay, mais soit de découvrir ce que le MJ a envie qu'on fasse, mais de rendre son personnage intéressant pour les autres. Par exemple, on a un jeu en proto, ça fait... je vais arrêter de parler des jeux en proto parce que je vais encore me faire tailler, mais on a un jeu que je n'aimerais pas, dont le principe pour gagner de l'expérience, en fait, c'est de répondre en jeu à des questions que posent les autres joueurs sur son perso. C'est-à-dire, on commence, le joueur à la gauche, le joueur à la droite, pose chacun une question sur le personnage. Et si en jeu on fait que ça arrive, on gagne de l'expérience et il pose une nouvelle question. C'est tout con, et en fait c'est juste fait pour qu'on rende les persos intéressants pour les autres. Et que se motive aussi à se poser des questions sur les personnages. C'est vraiment tout bête. Hein. Mais il y a plein de choses comme ça qui arrivent dans... on l'avait dans un jeu comme Prime Time Adventure, on trouve dans Prosopopée tout ce qu'on appelle les mécaniques de fandom. C'est-à-dire on fait un perso intéressant pour les autres, mais les autres nous donnent des jetons. Peu importe de quoi. Enfin, peu importe de quoi, d'un point de vue game design, on s'en fout que ce soit de quoi, mais dans le jeu ça a forcément une importance. Et on voit ces trucs-là se développer, et effectivement, mais on vient d'une époque où il n'y avait qu'un type qui avait le droit de parler au MJ, quoi. Et il était des fois dans une autre pièce, derrière des tentures. Donc c'est bien qu'on évolue. J'ai d'autres questions au fond, ouais. En fait, j'en ai deux. Surtout qu'elles ne sont pas forcément liées en fait. C'est plus cher. Ouais, c'est... Vous pouvez choisir aussi. La première, je voulais savoir si vous aviez tenté de prendre de commander des textes à des auteurs français, de prendre des textes qui vous ont marqué et de les traduire. Et la deuxième, je sais que de savoir si vous avez déjà des plans pour le quatrième ou le cinquième. Alors, la réponse est oui. Je vous laisse répondre à la première. Donc en fait, la première question, c'est est-ce qu'on veut traduire? Ouais, ou est-ce que vous avez été tenté de dire, au lieu de demander à Javorski, c'est très léger, je suis en train de Javorski, mais de dire, voilà, on va consacrer 3, 4, 5 articles, on va essayer de traduire des articles qu'on a lus, enfin que vous avez lus, c'est-à-dire en anglais, en espagnol, en suédois, en japonais, en swahili, que sais-je. Alors pour le coup, non, enfin tentation non pour le coup, parce que comme on a parlé de l'idée d'avoir un bouquin qui était assez cohérent où les articles se répondaient, en fait ça aurait été beaucoup plus compliqué de le faire avec une trad, quoi. C'est pas impossible, mais du coup le premier projet et on va dire le point de départ du projet déjà, c'était clairement les auteurs, parce qu'on avait clairement des noms en tête. Avant même de lancer concrètement le projet, on a contacté les gens en disant est-ce que ça t'intéresserait, est-ce que tu serais prêt à nous écrire ça? Donc la base vraiment du projet, c'était les auteurs en fait, parce que c'est toujours cette logique de compétence. Voilà, Nicolas Dessau sur le Old School, pour nous ça
ça tombe sous le sens, quoi. Et vu que vraiment les auteurs étaient, l'idée des auteurs auxquels on allait demander l'article, enfin les articles étaient vraiment au départ du projet, c'est vrai que pour le coup on n'a pas du tout pensé au truc en ces termes, mais ça aurait pu être une piste intéressante, et ça pourrait aller pour la suite d'ailleurs, bien sûr. Il faut voir que sur les articles qui existent déjà d'auteurs étrangers, que ce soit dans les diverses choses qu'on fait à côté, sur les sites ou machin, on a déjà tendance à les mettre en avant en fait. On a déjà tendance à en parler, à les partager. Moi c'est un truc, comme j'ai de moins en moins de temps de m'occuper de mon site en fait, ce que je fais de plus en plus, c'est que je prends les articles à gauche à droite qui me plaisent. Ça fait des mois que j'ai pas écrit d'article à moi sur mon site parce que je bossais là-dessus quoi. Enfin c'est idiot, mais le temps est limité. Et par contre les articles vraiment coup de cœur, je demande à l'auteur, je les traduire. Et il y a plein d'autres gens qui font ça, et qui font ça très bien sur le net depuis des années. Après pourquoi pas, mais c'est vrai que la démarche qu'on avait pour l'expliquer Coralie derrière, d'avoir un tout unifié, d'avoir un effet de gamme, des bouquins qui se répondent, des bouquins qui utilisent un vocabulaire qui est relativement proche, pour qu'on comprenne que quand un auteur dit ça et que tel autre dit ça, est-ce qu'ils veulent dire la même chose? Est-ce qu'ils veulent dire des choses différentes? C'est aussi super important, et c'est plus difficile sur des textes qui sont déjà écrits en fait. Connecter un peu à la question du choix des auteurs et à ça, alors juste pour clore sur le GN, oui, dans le GN il y a plus de littérature qui est écrite, mais c'est le fait d'une ultra minorité du GN nordique. En termes de génisme pur, donc c'est vraiment, ils sont minoritaires aussi par rapport au GN au sens large. Connecté au choix des auteurs et aux perceptions de certains auteurs qui ont dit non, qui je suis pour faire ça. Est-ce que ce côté syndrome de l'imposteur est la raison pour laquelle il n'y a pas de femmes dans les auteurs? Ou très peu, je ne sais pas, au niveau de la collection aussi, est-ce que parce qu'elles s'auto-excluent, ou est-ce que simplement les mecs prennent le terrain point barre, ils parlent beaucoup, et voilà. Ou est-ce que les gens ne se sont pas sentis assez qualifiés pour, il a fallu aller titiller? Parce que vous ne connaissiez pas de femmes qui pouvaient écrire ce sujet-là, en fait, d'où ça vient? C'est pour moi, c'est ça? Non, mais justement, c'est pas... Non, alors, en fait, si tu regardes le sommaire de mener des parties, du jouer des parties, pardon, en fait, il y a presque la moitié de femmes pour le coup. Sur jouer des parties, on a eu, on a vraiment, en fait, c'est un sujet sur lequel on fait super gaffe. Moi j'ai fait super gaffe, Jérôme aussi, et je pense qu'Olivier aussi. Si Olivier il sourit, c'est parce qu'il s'est tapé toute une thèse de quelqu'un à lire avec joueurs remplacés par joueuses. 1200 putain de pages. Et c'est une chose à laquelle on fait vraiment attention. On a déploré aussi le fait qu'il y ait moi et puis Isabelle Perrier sur Menet. Et du coup on s'est dit ok, ça va pas quoi, et clairement on va se mettre un petit peu en perspective là-dessus. Et puis donc quand on a organisé jouer des parties qui est venu après, en fait on s'est retrouvé avec un sommaire avec la moitié d'auteurs femmes. Clairement je pense qu'il y a peut-être un peu ce que tu décris, des gens qui osent moins se mettre en avant. Oui, voilà, on va pas citer de nom, mais il y a des gens qui ont refusé, des femmes qui ont refusé pour ça. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de bouger, notamment à tout ce qui est sur la blogosphère, ce genre de choses. Je pense passer à Eugénie notamment, qui pour le coup, en plus c'est bien du côté dont on parlait, du côté joueur, quoi. Et du coup, sur cette volonté-là, on a vraiment mené une réflexion, et on a essayé justement d'aller contre ça. Mais en fait c'est la même démarche vers un auteur masculin qui va vous dire ah non mais moi j'ai pas fait d'université, ah non mais moi je fais juste des jeux, j'ai rien à dire. Non, c'est des conneries quoi. T'as des trucs à dire, et c'est certainement pas moins valable que quelqu'un qui a un quelconque bagage que tu trouves mieux que le tien, on sait pas trop pourquoi. C'est toujours cette même démarche, et effectivement là-dessus, on a cherché à faire mieux, quoi. Et on cherchera encore à faire mieux après. Je sens dire un truc qui est pas je vais faire ma gueule, quoi. Mais en gros, il y a des choses qui sont très claires pour nous.
c'est qu'on ne prendra jamais un auteur parce qu'il est engageant. Jamais. Par contre, ça fait partie de notre boulot, on pense, que tu citais des vocations. Et ça fait partie de notre boulot que d'aller chercher des gens dont on pense qu'ils ont le potentiel, des choses intéressantes à dire, etc. Et ce à quoi on fait gaffe, c'est d'essayer de ne pas remarquer que les mecs. Alors il est hors de question de... La plupart, on le sait tous, quoi. Une femme, elle a à faire 2 fois plus de boulot, quoi, y compris pour se faire remarquer, y compris pour qu'on l'écoute. C'est pas juste parce que je monopolise les paroles, quoi. Mais nous, notre boulot, c'est de se dire, ok, il y a des choses intéressantes à dire, il faut qu'on arrête d'être con. Globalement, on est un peu con. Stop. Enfin, stop. Essayons à notre échelle, qui est toute petite, de dire, on va essayer de placer le micro à d'autres personnes. Sachant que oui, en 2009, quand on avait fait Jouer avec l'histoire, on avait 14 auteurs, 14 hommes. J'en suis pas fier. Mais voilà, donc on a suivi la ligne de plus grande pente qui consistait à se dire, finalement, dans les jeux édités, combien de jeux écrits par des femmes, etc. Et donc, quand on a sollicité les auteurs, ceux qui nous ont répondu, il y a eu ces 14 hommes. Donc là, on a petit à petit un chemin vers la parité, entre guillemets, mais qui, effectivement, qui ne doit pas être une parité artificielle. J'aime bien l'idée de susciter des vocations et d'aller chercher des gens qui pourraient être effectivement dans un peu un syndrome de l'imposteur. On nous a posé la question plusieurs fois, et des fois de façon beaucoup moins gentille que toi. Ce qui a suscité des réactions beaucoup moins gentilles que celle de ce soir. Et il faut se rendre compte, alors ça a l'air, c'est pas du tout une justification, mais pour mettre en perspective, en fait, il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu une seule femme, à ma connaissance, créditée sur ce genre d'ouvrage depuis le début en France. Il y a eu un cas, et c'est un cas un peu particulier parce que c'est un crédit double, avec Anne Guéraud et Ange, sur justement le recueil de 99 dont parlait le hors-série de Cassius. À ma connaissance, c'est le seul cas. Alors, je pense qu'il y a d'autres femmes qui ont écrit des articles de conseil, etc., mais dans un tel recueil, à ma connaissance, ça ne s'était jamais produit. Ça ne veut pas dire qu'on a fait bien, mais il faut prendre le global. Moi, je voulais quand même savoir comment est-ce que vous êtes allé finalement sur ces joueurs-là pour rédiger des articles pour jouer les parties de jeu de rôle. Parce que pour les auteurs de mener des parties de jeu de rôle, les meneurs, on les connaît, ça tombe plus facilement, on en parle plus facilement, mais d'un joueur qui a une pratique particulière, comment ça s'est fait? C'est des gens avec qui on a joué déjà, pour certains, tout bêtement. C'est des rencontres à des conventions. Quand on parlait de susciter des vocations, il y a des gens sur Jouer des parties. C'est pas forcément des gens qui sont auteurs de jeux, qui sont très connus et tout ça du milieu du jeu de rôle. Mais en fait, nous, on a discuté avec elles ou avec eux. On a joué avec elles ou avec eux et en échangeant, on s'est dit, ok, c'est cette personne-là qu'il nous faut pour cet article-là. Donc pour le coup, c'est vraiment un échange, une pratique et une découverte de joueuses et joueurs. Donc là aussi, l'article, le titre de l'article était défini au départ, on cherchait la personne pour le rédiger. Alors moi, en général, on cherche, on fait un espèce de brainstorming, on dit, moi j'aimerais lire un article là-dessus, on se fait une grosse liste. Et puis après, effectivement, on adapte aux envies, aux rencontres, quoi. Il y a quand même une base, quoi, mais on essaye aussi de s'adapter. Et puis après, il y a des gens qui arrivent aussi des fois avec des idées d'articles, donc c'est beaucoup plus rare. Mais ouais, c'est vraiment les rencontres. Et puis c'est en général des gens avec qui qu'on a découvert soit par le jeu, en jouant avec eux, soit par des conventions ou dans d'autres contextes. Juste un truc, c'est beaucoup plus rare qu'ils viennent avec des articles pour ce projet-là. Ouais. On a eu plein de propositions par ailleurs, et effectivement, les gens nous proposent des choses. C'est juste dans le cadre de ces 3 bouquins, de cette campagne. Ok, s'il n'y a pas plus de questions, je vous propose d'en rester là. Merci encore à nos 3. Merci à toi. Merci à toi. Pour la qualité de